Oh oh. Mais. On est en ligne. Eh oui, on démarre dans 5 minutes. On démarre dans 5 minutes. Ah ouais, je vois le truc et je te vois. D'accord. Je te vois, mais je t'entends pas. Ah si, on s'entend. Bien sûr, mais t'as un décalage. Ah mais là, on a le décompte 4 minutes 20 et des bananes, mais on s'entend, on devrait pas s'entendre. Bonjour, c'est vous qui nous attendez. Et en haut, si tu regardes, tu as le nombre de personnes qui regardent. Ouais, j'ai vu, c'est rond. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisque normalement, si tu es dessus et moi dessus, normalement, on devrait déjà être au moins 2. Mais je te dis, il y a un léger décalage. Non, il y a 2 en bas en rouge. Donc voilà, faut le temps que ça passe tout ça. C'est ça. Le temps que les choses se transmettent. Je vois que Monsieur Anto est en dispo, je vais lui mettre un message. Je touille mon café tout de suite. Là, vous êtes en train d'entendre une touillette de café. Mais qui touille son café alors que Sébastien est immobile? Vous le saurez plus tard. J'essaie de pas faire de bruit, mais toujours le bruit de la cuillère, vous entendez, voilà. C'est de la SMR, hein. On se demande si on va faire un Twitch, un stream ASMR ou no code, en fait, pour le coup. On hésite réellement entre les deux. Alors attends, parce que j'ai un gros problème, moi. Ah. Ouais, je m'aperçois que j'avais un problème de micro. Bah non, je t'entends, c'est bon. Ouais, mais j'avais un retour, en fait, mon micro recaptait tout ce que tu disais. Donc il faut que je baisse ma sortie ici aussi. Ouais, bah, faut couper le son, c'est normal. Enfin, logiquement, voilà, là c'est bon. Moi j'ai coupé le son du stream. Et voilà. Non, mais c'est mon micro qui captait en double le son, en fait, la sortie de son. Ouais, t'as peut-être un truc monitoring, un truc comme ça. Tu me vois ou tu me vois pas, au fait? Bien sûr que je te vois. Ah, super. Les gens pour l'instant ne te voient pas, mais ils vont te voir bientôt et vont découvrir qui se cache derrière cette voix. L'homme à la voix. Qui est-ce? Alors, attends voir. Bah, je vais peut-être te mettre un arrière-plan flou là pendant qu'on y est tranquillou, voilà. Histoire qu'on voit pas que j'ai. Ah, c'est moche l'arrière-plan flou. Bon, bah, je vais laisser l'arrière-plan, on s'en fout, hein, ceci. Arrière-plan personnalisé avec Nitro. Ouais, on s'entraîne pas. Allez, go, c'est parti. Mon petit stylo pour prendre des notes. Bon, bah voilà, c'est impeccable. Tiens, tu fais bien de parler de notes. T'enregistres en même temps pour YouTube, un truc comme ça? Oui. D'accord. Ah, 3 personnes connectées. Il y a 3 personnes connectées, mais manifestez-vous. La 3e personne qui était connectée est partie. On attire les foules. Ah. Et ça va changer. Non, bon, on s'en fout. Des fois, ça attire du monde, tu sais pas pourquoi. Ouais. Alors, SimRain, c'est un truc de simulation de train, un truc comme Oui, simulation. Alors, on va en parler vite fait. Simulation, et bien tout simplement de ferroviaire, donc conducteur de train, mais aussi aiguillère. Jeu en bêta à l'heure actuelle. Donc, tu es sur la Pologne. Alors, petit inconvénient, c'est pas français, mais bon, tu es sur la Pologne malgré tout.
Allez, bah, je crois que le compte à rebours est fini. Je vais vous présenter la voix mystère, l'homme qui se cache derrière cette voix. L'homme qui a vu l'homme. Salut tout le monde, je m'appelle Franck, heu, Bonjour je suis Franck. formateur, je suis consultant en informatique et bah, merci Sébastien de m'avoir invité. Ben, y a pas de quoi, Franck, c'est avec plaisir qu'on te reçoit ici pour ce tout premier live. Live qui va être, eh bien, un petit peu un live, on va dire entre deux, la team code, la team no code. Voilà, je pense un échange intéressant qui va permettre à plein de monde de pouvoir savoir un petit peu et de voir ce qui se passe. On a prévu dans ce premier live, eh bien tout simplement de parler de notre très cher ami qu'on voit dans la presse en ce moment tout le temps, qui apparaît même dans les journaux télévisés, notre très cher ami ChatGPT. Franck l'utilise. Franck, moi aussi, hein, je l'ai utilisé. Je m'en suis servi il y a pas longtemps pour deux trois petites choses et ça a été assez sympathique. Donc c'est des lives comme à la maison, hein, tout simplement. On est là, on est en détente, on est cool. N'hésitez pas à mettre des petits messages dans le chat, bien sûr. On répondra à toutes vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Franck, je vais te laisser du coup te présenter. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Donc Franck qui est un grand monsieur. On peut dire un grand monsieur avec un grand M, tant par son expérience, mais aussi par sa gentillesse. En Euh, effet, vache. Ouais. ah ouais, quand même. Voilà, on fait rougir Franck dès le début. Ça commence bien. Donc, Ouais. vas-y Franck, je te laisse te présenter. OK, je m'appelle Franck Robichon, j'ai, 50 ans, je suis, formateur en informatique. Alors, formateur en informatique, dans les bases, mais, les bases, globales, hein. Tant le marketing web, les réseaux sociaux, la bureautique, et puis des fois, donc enfin des choses, un petit peu plus poussées avec des parcours un peu plus élaborés, que sont la gestion de projet par exemple, et aussi voilà les bases de données, les outils no code. J'essaie d'être une sorte de vulgarisateur auprès de mes apprenants, stagiaires, hein, voilà aussi. Et j'essaie de transmettre ce que j'ai acquis, essentiellement en autodidacte pour le coup, depuis, que je suis passionné, depuis que je suis tombé dans la marmite, hein. Je suis un enfant du plan informatique pour tous, hein, donc initié certainement par Jospin, un truc comme ça. Et je suis arrivé quand j'avais, 12 ans dans un collège où il y avait des ordinateurs. Alors à l'époque, on parlait de TO-770 et de MO5. Et voilà, l'informatique est une passion, mais voilà, j'en ai d'autres, hein, pas que, mais voilà, c'est une de mes passions, ainsi que la veille et cetera. Et là, ce qui nous, raccorde aujourd'hui, avec Seb, ce sont les outils no code et ce fameux clivage, hein, code, no code, où, des stagiaires, quand je leur ai présenté les outils no code, d'entrée de jeu, alors qu'ils étaient en formation, développement de sites internet et d'applications mobiles, on demandait, bah, est-ce que ça sert encore des développeurs? Et voilà, c'est la grosse question et bon, il y a la réponse, on va en parler, tout à l'heure, mais est-ce que ça sert encore des développeurs? Pourquoi on est assisté? Comment on est assisté? Est-ce qu'on accepte d'être assisté? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans nos vies plus tard, hein, l'émergence, soudaine des IA et cetera. Donc voilà, Sébastien m'a invité et j'ai répondu avec plaisir parce que voilà, j'aime bien le travail de Sébastien et son approche, hein, des différents métiers qui le concernent, hein et donc voilà. Merci beaucoup. À vous. Ouais, merci Franck. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, je me suis pas trop présenté sur la chaîne. Donc moi, je suis eh bien un ancien élève de Franck qui aujourd'hui est formateur, qui est aussi directeur d'une société qui elle conçoit du numérique, mais avec code pour le coup. Donc vous comprendrez pourquoi l'échange code no code. Moi, je suis à fond dans le code. Je vois d'ailleurs ta dernière lecture, Franck, en cours. Voilà, hein, on a bien la team code, la team no code, on est bien là tous les deux, et bien sûr, on va essayer, voilà, c'est pas une guerre, je vous rassure tout de suite, puisque moi le premier, il y a peut-être des solutions qui des fois en no code m'intéressent pour pouvoir réaliser des projets. Voilà, on va échanger sur tout ça, et bien sûr notre charmant chat GPT. Alors,
toi, le no-code, pour toi, Franck, c'est des projets un petit peu au quotidien, c'est un petit peu des projets tout au long de ta carrière, hein, on est d'accord là-dessus. Euh, Tu fais malgré tout quand même du code puisque tu utilises du terminal dans certaines parties de tes fonctions et de tes attributions. Voilà, donc le no-code, toi, pour toi, c'est un gain de temps, on va dire. Alors déjà, à titre personnel, je suis pas développeur. Donc moi je suis développeur, d'applications. J'ai fait pas mal d'applications dans un truc que tout le monde conchit et injustement d'ailleurs qui s'appelle, WinDev, hein, donc voilà, j'ai Oh. beaucoup travaillé sur ce genre d'outils, vraiment, hein, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais je ne suis pas développeur, je suis pas développeur, en C, machin, bidule et tout. C'est vraiment des choses, certainement par, des problèmes de compétences, hein, de capacités, intellectuelles, on va dire. Et par contre, j'ai toute l'algorithmie, j'ai tous les mécanismes, il y a un truc qui est fou, voilà, je sais pas programmer, mais quand il y a un problème dans des scripts en PHP, je sais où est le problème, quoi, et je sais le corriger, et là, j'ai eu des salariés, j'étais, chef de projet, j'ai eu des salariés sous ma coupe et ça les épatait tout le temps, quoi. Je suis le MacGyver du débugage, quoi. Hem Et le no-code, moi, ça m'amène, hem, la possibilité, on va dire, de pallier ce manque, en fait, pour le coup, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je ne sais pas programmer, pour peu que j'en ai l'idée ou, que je sache comment le développer autrement, le no-code me permet, hein, réellement de faire de faire tout ça, quoi. Je veux dire, tout ce que tout ce que je ne savais pas faire, le no-code me l'amène à portée de main facilement, entre guillemets, évidemment, parce que ça demande aussi du travail, mais enfin, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand j'étais, plus jeune, on n'avait pas d'outils, on avait l'obligation d'apprendre un langage, ne serait-ce que le HTML, et cetera, les langages de base. Moi, j'ai connu internet en 95, quoi, enfin, à l'origine enfin, au pseudo-origine d'internet, quoi, il y a pas de problème, hein. Voilà, on essayait de débugger des trucs de nous-mêmes et tout ça et après il a fallu, voilà, si on n'avait pas les outils, qu'on a à l'heure actuelle avec les no-code et avec d'autres outils, par exemple les builders comme, Divi, Elementor et cetera, et ben, il fallait vraiment, se taper du PHP, se taper peut-être pour des applis, du C. Moi, je me rappelle dans le temps, je faisais beaucoup de rétro-engineering avec, des logiciels qui s'appelaient Soft Ice ou WinIce, hein. On est dans les années 95, donc on est en mode MS-DOS avec Windows 3.1 et on faisait, du rétro, c'est-à-dire qu'on avait les commandes, on avait l'assembleur et on essayait de comprendre comment ça fonctionnait pour, craquer des logiciels qu'on avait dans PC Team, hein. Ça parlera à beaucoup de personnes, quoi. Et donc maintenant, les outils no-code nous permettent de faire ce genre de choses sans en maîtriser forcément les fondements. Il suffit d'avoir de la jugeote, de l'ingénierie et puis enfin, de l'ingéniosité, on va dire et puis bien évidemment, bah, de bouquiner, de potasser parce que attention, qui dit no code veut pas forcément dire facile, hein, ça nécessite un apprentissage malgré tout, hein et moi le no code, je m'en sers, pas mal, notamment dans des automations, notamment au travers d'outils comme, Airtable, comme Notion. Alors je dis Notion et pas Notion, hein, voilà donc ça c'est vraiment les choses, voilà, à ma portée pour le coup et voilà, encore une fois dans une démarche d'ingénierie et je terminerai avec un dernier point. Le no code pour moi, ça permet de faire un proof of concept. C'est-à-dire, ça permet de se rendre compte qu'un concept, entre guillemets, est accessible ou est réalisable, hein. C'est-à-dire que voilà, je veux faire ça, est-ce que tu penses que oui? Par exemple, un cas tout simple, là, d'automation, à la noix. J'ai dans un Notion, je mets, en tant qu'éditeur de site, hein, je fais des billets de blog et cetera. Je mets un titre, hein, voilà, d'un billet, à quelle époque, planter, un forsythia ou à quelle époque tailler un forsythia. Je le mets dans Notion et ben, en automation avec Zapier, Make, N8N et cetera, je sais pas comment ça se dit en anglais, c'est chelou et ben, je peux envoyer cette automation, ce titre dans mon Notion, dans un tableau des articles à écrire, envoyer directement à OpenAI
pour qu'il me sorte les étapes, voire un texte grâce à l'API d'OpenAI et qu'il me le publie en brouillon sur mon blog. Et donc, à partir de là, il me publie en brouillon sur mon blog. Et puis, au pire, tiens, voilà, je vais pousser le vif un petit peu plus loin. Le vice, je vais lui demander de m'envoyer un email en me disant l'article est publié en brouillon. Et donc, je remplis juste un titre d'article dans Notion et ça me renvoie un mail en me disant voilà, j'ai toute la trame, j'ai le titre, j'ai les H2, j'ai du texte, etc., etc., etc. Même une fac, pourquoi pas une FAQ. Et en fait, mon truc est pré-mâché par OpenAI, qui est la source de ChatGPT. Bah, ça, c'est génial. En PHP, ça me demanderait 2 semaines peut-être à un dev de le faire, je ne sais pas réellement. Mais en automation, sur Zapier, sur Make ou quoi que ce soit, ça me demandait 1 heure de travail. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de mieux? Là, c'est un apport du no-code pour améliorer une productivité dans le cadre d'une entreprise, par exemple. On est d'accord que le no-code, ça peut être quand même super utile. Et d'ailleurs, le no-code, on y pense de plus en plus, même nous, en tant que eh bien, développeur standard, développeur tout court, parce que ça peut nous aider dans notre quotidien pour gagner du temps, des fois, sur des délais de développement. Hein, tout simplement, on peut gagner clairement du temps sur des délais de développement. C'est clair, c'est Euh, énorme. donc C'est Franck vraiment l'a énorme. évoqué, on va rentrer tout de suite sur le sujet du moment, ChatGPT. Donc pour toi, Franck, est-ce qu'on peut dire que ChatGPT, en gros, c'est une Alexa ou un OK Google ou un Siri 2.0? Alors, ChatGPT, pour moi, on en découvre vite, vite, vite les lacunes. D'abord, c'est un robot conversationnel, au même titre qu'Alexa, pour le coup, et Google Home, hein, donc le Nest maintenant, hein, voilà, remplit exactement le même truc. Malgré tout, c'est un robot conversationnel. ChatGPT se base sur des téras et des téras et des téraoctets de données, agglomérées apparemment jusqu'à, fin 2021. Hein, et donc alors c'est une AI évidemment parce qu'on pose une question, il va nous redonner, du contenu, il y a pas de souci. Par contre, il va être obligé de faire des requêtes, d'agglomérer, des résultats, je pense, hein, par rapport à tout ce qu'il a scrapé, en amont pour ressortir, quelque chose. Donc c'est un robot conversationnel comme Alexa. Google, c'est un petit peu différent. Google, on lui pose une question, il va faire en gros, schématiquement, hein, pour une question, de base, hein, moi je vois un cas concret, hein, on est à table avec ma femme et ma fille, je vais régulièrement à Épinal, «Ah bah tiens au fait, Épinal c'est plus grand ou plus petit que, Nancy?» «Ah ben, OK Google, Épinal c'est plus grand ou plus petit que Nancy?» «Selon le site machin et cetera, Épinal compte tant d'habitants» et cetera. Donc en gros, le robot de Google va faire l'interrogation, enfin, la Google Home va faire l'interrogation à Google ou va peut-être envoyer la requête en texte brut. Elle est réinterprétée, donc là, c'est de l'AI, donc avec une reconnaissance, vocale, une interprétation, hein, du vocal. Elle va faire la requête à Google, Google renvoie le résultat et nous régénère la requête en verbal. Donc on a l'impression d'un Jarvis, hein, le Jarvis étant l'IA de Tony Stark dans Iron Man. Par contre, ça va chercher les résultats dans Google, de base. Donc on peut dire que, Nest, Google Home, voilà, est, connecté au web. ChatGPT, c'est autre chose. Quand on lui demande un renseignement, un truc comme ça, il dit: «Ouais, ouais, hop, 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 moi je suis pas connecté à internet». Si, sinon tu ne nous parlerais pas. Donc voilà, indirectement, il est réellement connecté à internet. Je pense indirectement qu'il y a des moyens d'interroger. D'ailleurs, on a vu, hein, il y a des plugins Chrome qui se baladent où on peut connecter, ChatGPT à ses propres ressources de son plugin Chrome et envoyer les résultats de requêtes qu'on a sous Chrome à ChatGPT pour qu'il les réinterprète et nous les redonne en format texte ou en tableau, et cetera. Donc il y a réellement de choses. ChatGPT est une intelligence artificielle dans le fait qu'il arrive, par exemple, à nous générer du PHP. On lui demande un plugin WordPress qui va compter le nombre de mots moyens ou l'occurrence de notre titre ou des mots-clés de notre titre dans un cours, enfin dans un texte de 3000 mots et il va nous le sortir avec un plugin dans le bas de l'éditeur. Il sait créer du PHP de base
encore une fois de base, hein, voilà, c'est vachement bien, il y a aucun problème. Par contre, démonstration, enfin que j'ai vu passer hier et que j'ai refaite de mon côté, je dis à ChatGPT, la mère de Caroline a 3 enfants, Riri, Fifi et point d'interrogation. ChatGPT me sort Loulou parce que ChatGPT marche sur une, une suggestion quoi. En fait, il y a des suites logiques de mots et donc lui, le mot le plus logique qui vient derrière, c'est Loulou. Alors que le 3e enfant, c'est Caroline. Mais lui, il le sait pas, il n'y arrive pas et donc il va me sortir Loulou automatiquement. Donc il n'arrive pas à voir ce genre de choses. Et c'est Donc là que le Franck, problème de l'AI. Franck, t'es Pardon? en train de nous dire du coup que t'es en train de nous dire que ChatGPT, c'est une belle intelligence artificielle, qu'il a du machine learning, mais qui doit encore, peut-être à continuer à apprendre avant de nous donner une réponse, quoi. Alors, il doit continuer à apprendre, on pense qu'il apprend parce qu'il est dit, hein, et on le constate, soi-même que ChatGPT est capable de retenir ce qu'on a dit dans une conversation précédente, pour peu qu'on soit dans le même thread, c'est-à-dire pour peu qu'on Mm. soit dans la même, requête. C'est-à-dire que si je demande à ChatGPT, «Sors-moi 10 livres de, Michel Houellebecq», il va me sortir la liste et si je lui dis, 4 heures plus tard: «Peux-tu me faire le résumé du 3e livre que tu as cité?» Il va pouvoir me le faire. Il va pouvoir remonter dans la liste. Par contre, il ne se rappelle pas de certains trucs. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me tutoyer. Au début, il voulait pas. J'ai insisté: «Tutoie-moi, on est potes et tout, il y a pas de problème. OK Franck, comment vas-tu et tout, il y a pas de souci, oh, pas de souci». Je rouvre une 2e search, je le tutoie, je lui demande de me tutoyer, il me dit: «Non, non, j'ose pas». Il revient sur son premier truc, il se rappelle plus qu'il a l'autorisation de le faire. Donc ChatGPT est un robot conversationnel, n'est pas encore clairement, dans mon idée, hein, personnalisé et personnalisable. Encore une fois, Mm. c'est une bêta extraordinaire, hein. Oui, oui. Heu, 1 000 000 d'utilisateurs enregistrés en moins de 5 jours. C'est, D'ailleurs, j'en un fais truc partie de aussi, fou. hein. Voilà, bien sûr et c'est un truc de fou. Mais il y a ses limites. Je pense et moi je m'en sers comme ça, que c'est un inspirateur. C'est-à-dire que, voilà, moi l'autre jour, j'ai cherché un TP à donner à des stagiaires. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit: «Donne-moi 10 exemples de sites e-commerce à réaliser sous WordPress et WooCommerce avec pour chaque site un thème gratuit et des plugins gratuits compatibles avec le thème, avec Elementor ou pas, et avec la dernière version de WordPress. Et il m'a sorti 10 exemples, hein, magasin de chaussures, magasin de fringues, etc. Pour chaque site, il m'a sorti un thème gratuit. Pour chaque site, il m'a sorti une extension au WooCommerce qui était relative au truc. Il y en a une, par exemple, pour comparer les tailles de vêtements, machin, enfin bref, c'est extraordinaire. Là-dessus, c'est vraiment génial, quoi. Et puis, voilà, dans mon travail, sans enfin, c'est un facilitateur, quoi, voilà. C'est un inspirateur, un facilitateur, ça va donner des idées et cetera. Mais, bah, faut pas forcément que s'y fier et faut pas voir ça comme la poule aux œufs d'or ou l'intelligence suprême, quoi. Non, c'est un outil qui agglomère tout un tas d'informations. Je pense que c'est un logiciel, plus qu'une intelligence, pour le coup. C'est un logiciel super bien gaulé, quoi. Il y a aucun problème. Ok. Donc moi, ChatGPT, je l'ai utilisé récemment en démonstration, donc sur une formation, pareil, hein, comme Franck. Moi, j'ai fait le test et je leur ai dit qu'après, j'ai demandé des questions. Je lui ai demandé des questions sur la culture numérique. Hein, je lui ai demandé 10 questions à choix multiples avec voilà. Alors ça a été très compliqué, hein, il a été obligé de s'y remettre à plusieurs fois, mais bon, il y a aussi les problèmes de connexion qui sont liés en ce moment à... il s'est hébergé dans une zone, hein, on sait qu'ils sont donc hébergés chez Cloudflare à Londres, ils n'arrivent pas à absorber, enfin du moins sur la partie Europe, hein, parce qu'il doit y avoir d'autres Mmh. hébergements, ils n'arrivent pas à absorber le flux de demandes puisque beaucoup de gens le testent.
ChatGPT, c'est un peu le produit à la mode, on va dire clairement, hein, on peut le dire. Dans les années 90, c'était d'aller taper le nom de son voisin dans les moteurs de recherche Google. Dans les années 2000, on a eu autre chose. Hein, je me souviens plus trop ce que c'était, mais au niveau du numérique, c'était voilà, il y avait quelque chose aussi, un peu une tendance que les gens faisaient en permanence. Et ben en 2023, enfin dans les années maintenant 2020, la tendance c'est d'aller sur ChatGPT et de l'utiliser un petit peu pour tout et n'importe quoi, hein, en tant que curiosité, ce que font beaucoup d'utilisateurs lambda d'ailleurs, voilà, de jeter de la curiosité. Donc moi je l'ai utilisé récemment et voilà, j'ai dit allez, on va faire un petit test pour prouver à mes stagiaires que c'était bien, mais ça avait ses limites. Et moi, le test que j'ai réalisé, je leur ai demandé donc de me rédiger. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un de me rédiger au tableau donc un script en JavaScript tout simplement, hein, au clic sur le bouton, rajoute-moi plus un compteur. Voilà, hein, comme si on était sur un j'aime, hein, ou un suivi de followers. D'ailleurs, n'hésitez pas, suivez-moi, suivez la chaîne, on reviendra plusieurs fois. Et comment ce petit produit, bah moi j'ai fait la demande sur tout simplement ChatGPT. Et après, je leur ai dit, bah, écoutez, allez, un suivant au tableau et vous allez me faire tout simplement la même chose, mais avec un script PHP. Et là, j'ai fait de nouveau la demande à ChatGPT. Donc ChatGPT m'a sorti un joli script mêlant donc dans du JavaScript, du PHP, ce qui conventionnellement, ah, je vais y arriver, 1, 2, 3, 4. J'ai pas pris l'apéro ce midi, on pourrait croire, mais non. Donc ce qui conventionnellement ne veut pas passer et ne se fait surtout pas, on ne mélange jamais du JavaScript dans du PHP, même si on pouvait le faire. Voilà. Et ben ChatGPT, cette notion-là, il la prend pas en compte. Donc il nous sort quelque chose complètement un peu d'incohérent. Donc voilà, ça c'était moi les usages que j'en ai eu récemment. Ces usages, c'était vraiment pour dire je teste le produit, je regarde un petit peu. Après, j'avoue, hein, je m'en suis servi pour faire plusieurs questionnaires. Alors il faut retravailler un petit peu les questions, il faut voilà, il faut un petit peu retravailler les résultats aussi, parce qu'il est capable de nous sortir sur un QCM que 3 réponses, alors qu'on aime bien en général en avoir 4. Et j'ai fait même d'autres tests sur des exemples basiques, par exemple sur des questionnaires sur Excel ou des choses comme ça. Et là, par contre, il faut carrément, même si on lui parle en français, il faut carrément, ce que disait d'ailleurs Franck, c'est qu'il est quand même super intelligent parce qu'on a juste à lui faire la requête de transforme-moi le dernier résultat que tu viens de me donner en français, et il retransforme tout en français. Il y a quand même quelque part un peu une force dans le produit. Mais moi perso, j'en suis pas encore convaincu, et là je vais rebondir un petit peu. On voit que il y a plein de sujets donc en ce moment, hein, on en entend parler à la télé, on en entend parler beaucoup dans la presse, à la radio. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à un petit peu s'inquiéter aussi de ces fameuses intelligences artificielles et de ces fameux produits qui arrivent sur le marché et qui se disent bah potentiellement, vu qu'il est là pour écrire du texte, potentiellement pourquoi pas demain il remplacerait pas un journaliste. Ah, l'éditeur ou le rédacteur en chef pourrait très bien dire bah je pose ma question sur ChatGPT et vas-y. Alors on est d'accord tous, je pense là-dessus sur le même point, c'est que ça ne pourra jamais remplacer la plume du journaliste, et surtout le travail d'enquête du journaliste, hein, parce que normalement un article bien ficelé, il y a une enquête de menée, il y a quand même des choses faites. Alors ça, je suis pas complètement sûr que ChatGPT va se poser toutes ces questions-là. Et voilà. Et pour rebondir, eh ben tout simplement ce matin dans les Échos, il y avait un article à propos donc de la startup NewsGuard, qui est là pour se surveiller un peu, enfin qui se veut surveiller les infox. Et ils ont fait une étude sur ChatGPT, et cette fameuse étude nous dit que ChatGPT, dans 80% des cas, si on lui donne des questions très orientées, nous sort de l'infox. Donc, que penser aujourd'hui, Franck? Là, pour le coup, toi, t'en penses quoi de ces résultats? Voilà. Il y a forcément une part
il y a une part de réflexion, en fait, ce robot, voilà, parce que c'est réellement un robot sans être encore une fois, j'ai un concept très, très personnel, pour l'intelligence. Ce robot, réagrège du contenu, le réinterprète, l'oriente peut-être. Dans mon idée, toutes ces questions de prompt, je ne sais pas, j'ai pas fait de QCM avec, mais je pense que si je lui dis, «Fais-moi un QCM de 10, avec 10 réponses, sur la question suivante», il fera 10 réponses. Je suis à peu près persuadé. Il faut vraiment être précis, précis, précis dans le prompt. On le voit aussi avec d'autres IA, comme, Midjourney, ou DALL-E et cetera. Donc il faut vraiment, vraiment être précis dans le prompt, c'est-à-dire dans la question, hein, qu'on va, demander. Ne pas hésiter à mettre des nombres, ne pas hésiter à mettre des points d'exclamation, par exemple, et cetera. Un autre petit truc, là, il y a un gars qui s'appelle, Laurent Prévost ou Provost? Ouais, Prévost, attendez, hop, voilà. Laurent Prévost, donc qui est le développeur, de, Perroquet. Perroquet, c'est un générateur de texte, hein, pour les blogueurs, très, très utilisé au même titre que Scribouillard, par exemple. Là, il vient de voir qu'en faisant un prompt sans espace, l'intelligence artificielle derrière OpenAI, donc GPT-3, la même que ChatGPT, comprend la requête. D'ailleurs, j'ai même testé d'ailleurs, hein. Donc si on ne met pas d'espace entre les mots, l'intelligence derrière va comprendre les termes et ressortir quand même le contenu. Or, sans espace, on peut se dire: «Bon, bah, attends, ça coûte rien de faire un espace». Ben si, parce qu'un espace, c'est un caractère. Or, on paye au nombre de caractères. Donc pour un usage de 10 questions, par mois, on peut s'en taper. Mais pour un usage de 1000 questions par jour et donc 30 000 à 50 000 requêtes mensuelles, et ben gagner une dizaine d'espaces, c'est gagner 10% du coût total de la requête et tout. Donc il y a vraiment une intelligence, il y a vraiment plein de trucs derrière qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. ChatGPT interprète, il répond correctement à beaucoup de trucs, mais dans ce qu'il connaît. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de la réforme des retraites, il m'a clairement dit: «Moi, je suis pas connecté, quoi. Je suis pas connecté à internet, je ne sais pas ce qui se passe en France en 2023». Il y a plein de petits trucs comme ça, où on sent tout de suite, mais vraiment tout de suite la limite et c'est peut-être là qu'OpenAI va se planter, pour le coup, c'est que c'est, très, très bien pour faire du passé, mais si on veut traiter d'un sujet d'actualité et reformuler un truc comme ça, à mon avis, on se gamelle. Mais d'un autre côté, OpenAI est capable, hein, moi j'ai été, parce que là, pour le coup, j'ai arrêté, avec l'arrivée de ChatGPT, mais j'ai beaucoup utilisé Jasper et on envoie à Jasper, un texte, une fiche produit, n'importe quoi, il nous la reformule. Envoyez à ChatGPT, l'URL d'un produit sur Amazon, il va vous reformuler tout le texte du descriptif du produit que vous visez, pour vous faire, un descriptif reformulé avec d'autres adjectifs, avec d'autres formulations, avec d'autres tournures de phrases, et après vous pouvez même lui demander de faire attention au plagiat et à peu de choses près, c'est correct. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ChatGPT là-dessus, j'en parlerai peut-être, après, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein, plein, plein d'options. À dire qu'il y a une intelligence, je ne suis pas sûr, mais il y a vraiment un robot. En fait, même nos requêtes sont réinterprétées pour être intelligibles et compréhensibles. Il y a Desca qui nous a rejoint sur le chat, hein. Si tu as des questions à poser, d'ailleurs, bienvenue, hein, de notre part. Et si tu as des questions à poser, hein, sur le chat, n'hésite surtout pas, hein, voilà, et puis on y répondra. Si tu veux intervenir, il n'y a aucun souci. Et voilà, ChatGPT, c'est génial, il y a un effet «waouh» et il y a un effet «attention». Heu, Google, Alphabet, la maison mère de Google d'ailleurs, ils ont, rappelé, Sergey Brin et puis, machin, donc les créateurs de Google, pour bosser sur l'AI et combler leur retard sur OpenAI. Et là, il va y avoir réellement un concours de bits, hein, c'est clair, hein, savoir qui va être le plus compétent pour faire avancer le truc. Et surtout, à mon avis, ils ont dû être assez frustrés que Microsoft injecte 10 milliards de dollars dans OpenAI pour intégrer ChatGPT dans les suites Office.
Donc là, vraiment, il Oui, y a un c'est vrai, truc Franck, énorme. on va faire juste un petit point là-dessus. C'est vrai que ChatGPT, eh bien, c'est ni plus ni moins que Elon Musk et Microsoft, en gros, hein, puisque OpenAI est détenu en gros par les deux, si on lit un petit peu ce qui se dit, et ils ont un directeur général qui est présent pour OpenAI, tout simplement. À Hein. l'heure actuelle, oui, et à mon avis, ça doit aussi titiller un petit peu chez Apple, parce que Apple a Siri. Hein, Siri était une société qui a été rachetée par Apple, SRI, mais Siri n'a pas toutes ses capacités. Et là, c'est une pierre angulaire qui manque à Siri, quoi, pour le coup. Siri est nul, hein, à part pour de la domotique et puis me faire des albums photos, machin, me suggérer de la musique qui fait très très bien, pour le coup, je suis content. Mais on peut pas demander à Siri ce qu'on demande à ChatGPT. Et là, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose. Là, ça va bouger très très fort. Hein. Amazon est sur le point d'abandonner Alexa. C'est pareil, il faut le savoir. Hein, j'ai posté ça la semaine dernière. Amazon, Alexa est un gouffre financier, des capacités restreintes, pas beaucoup d'utilisateurs, des périphériques en manque de vente, etc. Qu'est-ce que va faire Amazon? Qu'est-ce que va faire Apple? Voilà, pour l'instant. Et d'ailleurs, un autre truc, et je termine, je te repasse la parole. Dans le mot GAFAM, il n'y a pas OpenAI. Il y a Microsoft, mais OpenAI, on va appeler ça comment bientôt là? Les GAFAMO. Enfin voilà, on va Mmh. rajouter OpenAI dans le terme. C'est ça. Il va falloir. Enfin, il y en a il y en a d'autres hein, dans les GAFAM. C'est vrai qu'on les rentre pas. Moi, par exemple, pour moi, Orange est un GAFAM. Hein, vu ce qu'ils font et surtout les panels sur lesquels ils sont. Hein, voilà, on pourra détailler d'ailleurs un peu plus tard dans un autre live les différents GAFAM vus de certains points de vue. Mais quand on voit leur puissance et les domaines sur lesquels ils interviennent, puisque Orange a quand même une école de cybersécurité, hein, faut le savoir. Orange forme la cyberdéfense de demain, hein, en partenariat avec le gouvernement quand même, hein, sur Rennes. Hein. Donc moi, à mon sens, à partir du moment où ils commencent à être aussi gros que ça et à se permettre des choses comme ça, on pourrait presque les rentrer dans les GAFAM aussi, hein, pour le coup. Et tous les sous-produits qu'ils ont qui ne sont pas sous la marque Orange mais qui voilà hein, qui leur appartiennent je pense qu'on voilà ça commence à devenir un beau bébé pour le coup mais on va rester sur notre sujet là de notre AI du coup tu penses que ChatGPT et là on va être plus généraliste, hein, on va parler des AI en général parce que je pense qu'il y a ChatGPT, enfin il y a ChatGPT qui arrive là sur le marché, mais on peut s'attendre dans les 2, 3, voire 5 ans à venir d'autres concurrents qui vont arriver basés sur d'autres moteurs peut-être. Non, Euh, non, du tout. Non, 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 non. On peut s'attendre dans les 2, 3, 6, 8 mois à oui, venir. pardon. Bon, allez, Oui, pardon. on parle pas en Excuse-moi. années, hein. C'est Les vrai, mecs, ils ont le c'est vrai. feu, ils ont le feu au cul, ils vont tous se manier pour le faire. Non, non, ça presse. Notion, il y a une IA qui est vraiment superbement bien faite pour la rédaction de contenu, que j'utilise depuis un peu plus d'un mois. Non, non, tout le monde va courir après le truc. Et pareil, il y a un truc, là, je pense que tu allais en parler après, mais ChatGPT va devenir payant, 42 balles par mois, c'est pas donné à tout le monde. On est d'accord. L'utilisateur, enfin, version payante et version gratuite, hein, la version gratuite va être limitée, la version payante va être payante et va être sacrément payante, ça va pas être évident, quoi, hein. On est d'accord, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a ce souci en termes de d'investissement, hein, parce que personnellement, et ça, j'en reparlerai d'ici peu dans un live, puisque je suis sur un projet qui va nécessiter justement de l'AI, et du coup, je vais avoir, mais moi, je vais faire travailler des universitaires pour le coup sur le sujet qui va venir, et donc je vais avoir aussi besoin de l'intelligence artificielle et des machine learning. Donc moi, vous voyez, c'est un sujet que je réfléchis. Le projet
vrai, Franck le connaît, ça fait un peu plus de 3 ans qu'il est dans les circuits. Voilà, j'en révèle pas plus que ça pour l'instant. Il y a Ouais. quelques petites choses qui vont arriver là dans les mois à venir, pour le coup. Et justement, on va travailler sur cette partie intelligence artificielle et voir comment on peut intégrer dans un programme en lui-même et là utiliser de l'intelligence artificielle pour le bien-être humain. D'accord. Mmh. Tel qu'il est, tel qu'à l'heure actuelle, on le retrouve de plus en plus, là, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est là pour nous faciliter notre quotidien. Moi, dans l'idée que j'en ai, l'intelligence artificielle, elle est là pour nous aider et potentiellement pour analyser plus rapidement sur des sujets où on ne peut pas avoir une analyse tout de suite, en gros. Hein, c'est vraiment un aide, un appui, et qui pourrait s'adapter dans plein de domaines, type, bien souvent, certains produits sont développés, on va dire, pour augmenter la rentabilité de certaines personnes. Hein, les intelligences artificielles, en général, là, on est sur le milieu bancaire d'ici quelques mois, et d'ailleurs, il commence déjà à s'armer, à pouvoir utiliser tout ça et des machine learning qui vont être capables de prédire les flux boursiers, les machins, les trucs en s'aidant de plusieurs intelligences artificielles. D'accord, on va être sur du business. Moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, telle que je la conçois et telle que j'aimerais bien la voir devenir, bah, c'est qu'elle va être là pour aider l'être humain et non pas pour lui remplir les poches, pour le coup. Même si c'est le nerf de la guerre, je pense que c'est plus intéressant de faire travailler des machines sur des problèmes qui touchent tout le monde et qui touchent une majorité, plutôt que de faire travailler des machines sur quelque chose qui va permettre le bénéfice que de quelques personnes. Après, c'est un avis personnel, et ça sera le sujet aussi d'un autre live pour le coup là-dessus. Euh, Vas-y Franck, il y a pas de souci. Voilà, Franck nous rejoint d'ici peu, donc je vais continuer. Je vais continuer là sur les propos, sur mon propos. Donc oui, l'intelligence artificielle, oui. ChatGPT, c'est intéressant. Alors, on lit beaucoup d'articles hein, sur le sujet en ce moment. Moi, les 2 derniers que j'ai lus, donc c'est l'utilisation à outrance. Hein, et surtout, le deuxième sujet, eh bien, c'est une peur pour certains métiers et certaines catégories que l'on perde que l'on perde son métier. Alors oui, ChatGPT est potentiellement capable est potentiellement capable de rédiger, oui, des scripts, des scénarios. Oui, il est capable de le faire. Maintenant, nous, tout ce qu'on a constaté à chaque fois qu'on l'a utilisé, il faut quand même la patte de l'homme derrière, hein, la patte de l'humain, hein, l'homme avec un grand H, pour pouvoir se dire, eh ben, oui, on va générer quelque chose de bien. On va, ok, le texte est pas mal, on va le travailler comme il faut. Le retour de Franck. Oui, donc oui, il y a ce petit risque potentiel de dire que, eh bien, ChatGPT, oui, peut écrire des scripts. Oui, certes, il peut écrire des scénarios, il n'y a pas de souci. Maintenant, sans un être humain derrière pour revérifier ce qu'il a écrit et donner une cohérence à ce qu'il a écrit, eh ben, dites-vous les gars que aussi bien dans le code que dans le monde des médias, le monde du jeu vidéo, eh ben, on a encore de belles années devant nous, parce que à moins qu'ils arrivent à créer des algorithmes de fous, eh ben, c'est pas encore prêt de nous remplacer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Franck, Ouais, en fait, c'est un outil, hem voilà. et il faut s'en servir comme d'un outil. Un outil, pour aider, hem, peut-être enfin, moi, je suis musicien, je me sers de synthé, et cetera. Souvent, la ligne mélodique, l'inspiration vient d'un son que je tripatouille sur un clavier, sur un synthé.
un son de base du synthétiseur, une belle nappe, qui a une belle enveloppe, qui tourne, et cetera. Et ça me dit: «Ah tiens, j'essaierais bien ceci, et cetera». Et j'aurais pas fait la même mélodie avec un piano. ChatGPT, c'est la même chose. Je vais lui demander un plan d'article pour, choisir une housse d'oreiller. Il va me donner des comment, où, quoi, pourquoi, dans quelles conditions. Il va parler des allergies, machin, où je vais l'orienter, hein, comment choisir une bonne housse de couette pour un enfant allergique? Là, il va me sortir des trucs avec des allergènes, et cetera. Et attention, là, je vais devoir de toute façon vérifier les infos. Ouah, affreux. Donc j'ai coupé le micro, attends. Donc là, je vais devoir aller choisir les infos pour voir, hein, si les infos sont bonnes, parce qu'on va toucher peu ou prou au médical, et cetera. Et ChatGPT, c'est pareil. Ça donne un aiguillage vers certains trucs, mais en fin de compte, ce sont des infos que je trouverai n'importe où sur internet. Sauf que je serai obligé de faire la requête en allemand, en anglais, en russe, et cetera, et cetera. Et là, ChatGPT, j'ai un prompt en français, il va le traduire peut-être en plusieurs langues, parce que personne ne sait comment ça fonctionne, hein. Peut-être qu'il va faire la requête en plusieurs langues, il va récupérer les infos, il va les condenser, il va me les réagglomérer et me les rendre dans ma langue natale. Ça, c'est génial. Et donc, voilà, c'est un outil d'inspiration super bien gaulé, il y a aucun problème. Après, je ne veux pas, enfin, personnellement, hein, je ne veux pas que ChatGPT, dicte ma vie un jour. Par contre, je suis fou, quoi, il y a quand c'est a sorti cet outil, on a tous testé des dizaines et des dizaines de trucs. Vous vous rendez compte que dès que le truc est sorti, 2 semaines après, il y avait des bouquins de ChatGPT pour les nuls, les 100 meilleurs prompts pour ChatGPT. Il y a des gens qui ont sorti des t-shirts, hein, «Ne me demande plus rien, demande à ChatGPT», «ChatGPT m'a piqué mon boulot», et cetera. Il y a eu tout un engouement, autour de ça. C'est extraordinaire. Mais pourquoi c'est extraordinaire aussi? Parce que déjà d'une, c'est un bon produit, il y a aucun problème là-dessus. Je pense pas que ce soit une intelligence. Et c'est surtout extraordinaire parce que c'est le premier qui offre gratuitement au plus grand nombre autant de fonctionnalités. Avant, c'était pas possible. Pour avoir Siri, il faut un téléphone Apple. Pour avoir Alexa, il faut une Alexa machin. Pour avoir Google machin, avant que ce soit accessible dans Chrome, il fallait une Google Home. Là, ChatGPT, il faut juste ouvrir un compte chez OpenAI et puis roule petit, quoi. Donc, ça a été extraordinaire à cause de ça. ChatGPT a ouvert la voie, il y aura d'autres acteurs qui vont s'engouffrer dedans. OpenAI, Elon Musk, machin, sont pas les certainement pas les plus puissants dans le truc, hein, il faut pas oublier que derrière eux, il y a, Google, hein, Google, il y avait, donc un robot, enfin une IA, qui a battu donc ils ont créé AlphaGo, mine de rien, ils avaient créé une IA spécialisée dans le jeu de Go. Elle savait pas jouer aux échecs, elle savait pas jouer aux dames, hein, mais elle savait jouer que au Go et elle a battu, Louis Sellong, là, un champion du monde, à 3 reprises. Le mec, il a même abandonné, mais ça savait rien faire d'autre. Un machin avec, je sais plus combien de téraoctets de mémoire, 96 téraoctets de mémoire, je crois. Un truc extraordinaire. Mais c'est tout. Mais il y a eu d'autres IA avant tout ça, avant ChatGPT. Et encore, est-ce que ce sont réellement des IA? Moi, j'ai une définition, tu veux la connaître, Seb? Vas-y, Pour une vas-y, IA, je t'écoute. je voudrais un test ultime pour une IA. Imaginez une impasse. C'est le paradoxe de l'IA. Vous avez une impasse, vous avez un robot commandé par une IA. Vous ne lui avez programmé que 3 fonctions: tourner sur lui-même, aller en marche avant, aller en marche arrière. Le robot s'engouffre dans une impasse. Donc, hein, voilà, voilà, il est là, hop, hop, voilà, et il est ici, voilà, dans le couloir, là. Et là, il y a un mur, donc il est dans un U, et le robot est prisonnier. Et devant lui, il y a des ennemis qui peuvent l'anéantir. Le mur fait 40 centimètres. Encore une fois, le robot ne sait que aller devant, changer de direction, enfin, aller en marche avant, aller en marche arrière, suivant la direction sur laquelle il a été. Et ce sont ces 3 seules fonctions. Avec une caméra où il reconnaît qu'il ne peut plus passer. Avec une Voilà, caméra où il reconnaît qu'il ne peut plus passer. Et là, moi, je avec une veux caméra où une il IA reconnaît qu'il ne peut plus passer. qui soit capable de se dire: «Ah, le mur, il est pas haut, je vais pouvoir le grimper et grimper le long du mur». Un enfant de 3 ans prisonnier dans un couloir avec un chien qui vient devant lui verra que le mur est accessible. L'enfant de 3 ou 4 ans, qui a quand même une certaine capacité motrice, arrivera à escalader le mur et aller de l'autre côté du mur pour éviter le chien. Franck, je ferai le test ce soir avec le mien. Si, si une IA
arrive à faire ça à un robot dans une impasse, où le robot se dit: «Putain, je peux monter parce que le mur est pas haut», là, il y a réellement une IA, pour peu qu'il n'ait jamais été programmé pour le faire. Donc là, il y a réellement une intelligence, une analyse, une intelligence, voilà. Sinon, c'est bêtement un logiciel. C'est bêtement un très, très bon programme. Voilà, c'est mon paradoxe, hein, de l'intelligence artificielle. Je sais pas ce que ça vaut, hein, réellement, mais c'est ce qui m'a frappé quand j'ai connu tout ça, quoi. Bien sûr, je plaisante hein, pour mon fils, ça me viendrait même pas à l'idée. C'était le, le coup de mettre une petite boutade, pour le coup, parce que c'est vrai que depuis, ça va bientôt faire quand même 40, presque 50 minutes qu'on parle sérieusement de ChatGPT. Mais c'est pas grave, Ouais, c'est bien. ça passe à une vitesse, ça passe à une vitesse folle. On reprend un rendez-vous, t'inquiète pas, les consultations sont gratuites. Voilà, c'est ça. Moi aussi, chez moi, les consultes sont gratuites, on aime ça. On aime Non, non, ça et mais on y c'est revient. c'est hyper, hyper passionnant. Il y a un truc, voilà, les IA, il y a Notion, il y a ChatGPT, il y a Midjourney, il y a tout un tas de trucs pour, créer des textes, il y a mais c'est extraordinaire ce qui nous tombe sur la gueule depuis moins d'un an. On va vers une révolution réelle. Après, révolution maîtrisable et qui doit être maîtrisée, hein, mais je pense que ouais, je pense que les gens seront pas dupes et déjà d'ailleurs pour le coup, peut-être que OpenAI a mis le prix assez élevé pour pas que tout le monde s'engouffre dedans. Ça serait à 10 balles, ils auraient tout le monde, mais il y aurait de la merde. C'est ça. Peut-être qu'ils se sont dit, il faut se rappeler que Elon Musk n'est pas un partisan à l'origine de l'intelligence artificielle, hein. Il fait partie des mecs qui disent: «Oh, faut qu'on se méfie quand même». Hein, c'est Skynet, hein, dans un des Terminator, à un moment donné, je sais plus trop lequel, mais c'est un Terminator qui a pas marché, hein, le 3 ou le 4, où, donc Mm. ils ont, Skynet est d'une sorte de gros antivirus et tout et les mecs disent, ils sont attaqués de toutes parts, ils disent: On va lâcher Skynet et cetera. Libérer Skynet sur le net, ça nous débarrassera du virus» et il y a John Connor qui dit: «Mais c'est Skynet le virus» et le fait de l'avoir libéré, ça a engendré tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Encore une fois, c'est du fictif, mais vous voyez que la réalité, rattrape la Ouais. fiction, quoi. Donc Alors, voilà, une je autre, une autre peur dans notre milieu, justement, hein, une autre peur dans le milieu du dev et surtout dans le milieu du numérique, c'est que ChatGPT est capable de créer des malwares. Il ah est oui, capable de les créer, alors même si on les connaît, les malwares, il est capable de les créer. Et vu qu'il a une puissance, si on lui met un robot qui lui fait la demande en permanence, crée-moi des malwares, par exemple, dans la limite de, je crois que c'est 1000 requêtes là, à l'heure actuelle qu'on a le droit par jour. Bon, ça va. je crois que ça doit être à peu près ça, hein, mais 1000 requêtes par jour, vous imaginez bien que 1000 malwares de créer par jour, bah, ça peut être très vite catastrophique. Autre, vu qu'on en est dans la partie un petit peu, ça nous fait peur l'intelligence artificielle. On va rajouter ce petit élément-là. Il est capable aussi de créer et de faire du phishing. Il est clairement capable de faire du phishing, tel qu'il est dit et tel qu'il a été présenté dans certains articles. Bien sûr. Voilà, ça peut faire du phishing aussi. Donc, ok, bon. Alors voilà, peut-être qu'il va falloir aussi qu'il y ait une prise de conscience générale sur l'utilisation de ces nouveaux produits et de leur utilité. Vous comprenez pourquoi moi j'aimerais bien que l'intelligence artificielle soit vraiment au service de l'humain. Et là je dis bien l'humain avec un grand H et non pas Mais détourné mais malencontreusement. Donc peut-être il va falloir aussi que d'un côté il y ait des consortiums qui se mettent en place et des nouvelles règles qui arrivent à cause de ça, puisque demain rien ne nous dit qu'on pourra pas avoir une voiture avec une AI à l'intérieur, puisque c'est on quand l'a même un petit peu le but des véhicules autonomes. alors on l'a déjà, Voilà. plus ou moins, hein. D'ailleurs, le système reCAPTCHA qui était à l'origine, hein, de la reconnaissance de caractères est devenu de la reconnaissance, hein, voilà, d'une borne d'incendie, d'un passage piéton, Mm. d'un bateau, d'une colline et tout ça, donc tous les éléments, ce qu'on va appeler le mobilier urbain, hein, à part, les collines et tout le truc.
Et évidemment, tout ça, c'est fait pour alimenter, hein, l'IA, qui va être, commercialisée par Google et qui est déjà en cours de construction depuis de nombreuses années. Et Google a déjà signé des partenariats avec des constructeurs pour implémenter cette IA, dans les futurs véhicules, Ford, General Motors, et cetera. Donc ça, il y a déjà ça. Ma voiture, si je roule, j'ai des travaux avec un panneau, 30 km/h, elle m'affiche 30 km/h parce qu'elle le voit et elle reconnaît les chiffres. Hein, donc on a déjà tout ce genre de choses. Après, est-ce que ça doit, dans le cadre, par exemple, de la prévention routière, est-ce que ça doit, induire sur notre comportement? Oui, certainement, si ça peut éviter, des morts. Après, bon, voilà, moi je suis pas, forcément un partisan du tout électrique, machin, bidule et tout. Je sais pas réellement où est-ce qu'on va avec tout ça. Et puis, voilà, si ça tombe, j'aurais eu, beaucoup moins d'emmerdements avec mon Kangoo qu'avec ma C4. Mais, si ça tombe en panne, pardon. Mais, voilà, les IA, par contre, c'est, ouais, enfin, on va les voir de plus en plus dans la vie de tous les jours, et cetera. Ce sont des facilitateurs et notre deuxième sujet, c'était le no-code qui va être aussi un facilitateur, moi je le vois comme ça aussi, un facilitateur de la vie en entreprise, facilitateur, du temps passé sur certaines tâches, et cetera. Et tous ces outils vont nous permettre de faciliter, hein, la vie, et cetera, à condition qu'ils soient, bien employés, à condition qu'on sache aussi s'en servir, hein, tout simplement. Par exemple, OpenAI, ChatGPT, tous les trucs, Dolly, Midjourney et tout le truc, vous pouvez pas demander de contenu pornographique, hein. Les États-Unis, sont tellement puritains que c'est très, très rare, que, les systèmes, génèrent, hein, il y a eu plein de tests faits là-dessus, c'est très, très rare que les IA, suggèrent du contenu qui soit pas, NSFW, Not Safe for Work, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment des trucs, voilà, mais encore une fois, on est gouroutisé sous, heu, un algorithme conçu par des Américains, américano-américains, donné au reste du monde avec des données, attention, hein, quand on fait une demande, à ChatGPT, ils savent très bien qui fait la demande, ils savent très bien ce qu'on demande. Donc si ChatGPT, demain, vend de la pub et qu'il voit que j'ai fait, plein de requêtes pour savoir comment choisir mon prochain matelas, j'aurai de la pub sur les matelas, et cetera, et cetera. Donc ils vont se googliser, quelque part. Hein, il faut savoir que Google lit vos mails, hein. Si vous avez un compte gratuit, c'est que vous acceptez que Google lise vos mails. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, qui font qu'on va devenir le produit. Encore une fois, si c'est gratuit, c'est nous le produit, hein, vieil adage. Et donc méfiance encore une fois, il faut s'en servir, peut-être pas pour des trucs hypersensibles, hein, on peut s'en servir pour avoir une recette de cuisson du lapin ou ce genre de conneries. Mais quand ça touche, le sensible, je pense pas qu'un journaliste s'amuse avec ChatGPT. Bien évidemment, il s'amuse avec, il peut trouver des idées d'inspiration, il peut demander à retourner une phrase. Moi, je vois dans Notion, on fait une phrase et puis on fait reformuler, comme avec, Jasper, hein, par exemple, reformuler la phrase ou ChatGPT, il reformule la phrase autrement, avec d'autres mots, et cetera. Par contre, on va se rendre compte avec ChatGPT que si on balance ça dans un outil, d'anti-plagiarisme, donc voir s'il y a du plagiat quelque part, il se peut que le contenu ait déjà été formulé dans d'autres sites, dans d'autres blogs, et qu'on soit sous le coup d'un copyright quelconque. Donc attention. Encore une fois, moi, en tant qu'éditeur de site, tous les articles que je fais, rédigés, par le scribouillard, par Jasper, sur Notion ou des pistes sur ChatGPT, j'y rajoute ma patte, je change des mots, je change des tournures de phrases, pour éviter ce genre de choses et éviter aussi d'une trop grande dépendance. Est-ce qu'on va pas abrutir, les gens? Je sais pas, hein, mais voilà quoi, est-ce que les gens vont pas, se raccorder à ça comme ils se raccorderaient à Hanouna ou autre? Honnêtement, je sais pas, mais voilà, moi je l'utilise beaucoup, ça m'amuse, voilà, mais il est hors de question que j'en devienne dépendant et d'ailleurs, je pense que je prendrais, plus facilement un abonnement à Notion, quel que soit son coût, parce que je m'en sers aussi tous les jours et pour beaucoup plus de projets, qu'un abonnement à ChatGPT qui, en fin de compte, suffit d'une requête en anglais ou sur DeepL pour avoir la même chose sur Google, quoi. Et puis d'un petit peu de travail, cérébral, quoi. Donc je sais pas où j'en réellement pas où j'en suis, mais je ne pense pas que je l'utiliserai dans ce sens. Ok, merci Franck. Bon, c'est là qu'on va clôturer sur ChatGPT, hein, pour le coup. Ouais. Donc vous avez bien compris que c'était le sujet du moment.
que ça va être quand même un produit relativement à suivre, voir l'évolution des intelligences artificielles aussi au cours des mois à venir, et puis des nouveaux arrivants sur le marché, hein, pour le coup. Bah, comme il disait, c'est un moyen donc de se faciliter la vie, et donc un facilitateur de travail. Et bien, on va arriver sur un deuxième sujet où là, la team code et la team non code vont un peu s'affronter. À vous, à votre idée aujourd'hui, à votre avis d'ailleurs aujourd'hui. Euh, alors, team code, team no code, euh, en termes de productivité, en termes de plein de choses, le no code va-t-il être le mode de travail qui va exploser en 2023? Alors on a déjà des chiffres, hein, pour les 3 dernières années. On sait que il a pris de plus en plus de parts de marché, mais va-t-il réellement exploser cette année? On va en parler avec Franck du coup. Le no-code, pourquoi le no-code, et surtout, est-ce que le dev peut lui aussi, ou doit lui aussi d'ailleurs, commencer à aller se renseigner sur le no-code, et commencer à travailler un petit peu avec du no-code. Voilà. Du coup, Franck, tu nous l'as dit dans ta présentation, tu travailles principalement sur du no-code puisque tu n'es pas développeur. Toi, le no-code au quotidien, c'est quoi? Alors, je vais irriter beaucoup de personnes. Déjà, le no-code au quotidien, pour moi, euh, quasi quotidien, c'est aussi WordPress. Oui, Bah, c'est vrai voilà, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. oui, WordPress, hein, Wix, ça fait partie Word- des produits no code. WordPress, Euh, si je ne dois pas customiser mon template, mon CSS et tout le truc, si j'ai des versions pro d'Elementor ou de GeneratePress ou d'un builder Blocksy, Divi, etc., etc., je peux faire des trucs géniaux sans code. C'est quand même assez extraordinaire. Wix est cité dans ce bouquin que je vous conseille, que je commence à parcourir, hein, donc voilà. Wix est cité comme étant un outil no-code. Et Wix est plus souvent cité que WordPress d'ailleurs. Voilà, et on peut ce qui est faire une tout un hérésie, tas. puisque WordPress représente quand même 80% du marché du Ouais, web à l'heure actuelle. c'est effarant, et je vois pas réellement de différence entre WordPress.com et Wix. Et Wix est une putain d'usine à gaz et n'est pas du tout fait pour le référencement, par exemple. Le no-code, ça donne vraiment la capacité à beaucoup de personnes de voir, par exemple, moi, je pense que quelqu'un qui aurait une application, un besoin d'application assez complexe, avec des formules, des choses qui ne seraient pas offertes par un CMS, un Content Management System, comme le sont WordPress, Joomla ou Drupal, pardon, ou Magento, Presta, etc. Enfin voilà. Le no-code permet de voir la faisabilité d'un concept, permet peut-être de recueillir des adresses mail et de présenter sur un écran tout simple des informations vraiment subsidiées, enfin des informations vraiment succinctes, hein, sans forcément d'hébergement, parce que c'est inclus dans le truc. Vraiment, c'est vachement bien, hein. Le no-code, par contre, n'est pas gratuit, il demande du temps. C'est pas parce que c'est du no-code que c'est simple, hein. C'est pas, alors, on va présenter ça comme des briques de Lego, mais c'est pas aussi simple que de faire un Lego. Et encore, pour faire des Lego maintenant, voilà. Mais vraiment, Et tu es en le train code, de dire qu'un jouet d'enfant peut devenir maintenant du niveau ingénieur pour faire un Lego technique? de plus en plus, quoi. Quand on voit les Lego, ne serait-ce qu'on va repartir sur le truc des Lego et tout ça, faut voir ce qu'ils font. Les Lego techniques, c'est complexe, quoi. On peut vraiment tout faire avec. C'est quand même extraordinaire. Quand tu vois des mecs dans un Fab Lab qui font un solveur de Rubik's Cube en Lego, Mm, on ouais, est d'accord. c'est fou quand même. On est loin du Lego quand j'étais gamin. Alors moi, j'ai aucun goût, j'ai toujours été nul là-dessus, mais c'est assez extraordinaire. Donc le no-code, c'est ça, hein, plusieurs capacités, plusieurs fonctionnalités,
du YZ White, hein, What You See, What You Get, là, WYSIWYG, donc truc facile, à assembler. On met un champ-texte, machin, on le plug à une base de données, sans doute du NoSQL et tout le truc, donc pas de base, relationnelle pour le coup. Enfin, on peut vraiment faire des trucs extraordinaires. Il y a des paquets d'applications, qui sont sortis, en no code. Avec un outil comme Bubble, on peut, plagier complètement Airbnb, Spotify et tout. Le Bon C'est Coin, assez fou. Le Bon Non Coin, mais Le Bon Coin, ouais, Le Bon Coin, Le Bon c'est Coin. Moi, j'ai assez fait le fou test. quoi, Hein, pour le coup, j'ai recréé Le Bon Coin en no code. Alors, par contre, je reconnais quand même, pour avoir moi utilisé Bubble, Bubble, si on n'est pas dev, il est quand même pas très très simple et très accessible. Pour le coup, faut quand même avoir déjà quand même quelques notions en design. Il faut avoir les notions de positionnement, comprendre les bien sûr. paddings, les paddings, les margins, Mmh mh. comprendre aussi un petit peu CSS, l'algorithme de la base de données, comment ils la font fonctionner, les actions sur les boutons. Voilà, il est vraiment quand même très compliqué de prise en main. mmh, Quand on vous dit que en 3 jours vous maîtrisez le logiciel, moi je vous dirais c'est des promesses un peu tendues quand même. Hein, alors, tu vois tu as cette, ce truc-là, là, quand on vous dit qu'en 3 jours, machin, moi, quand j'ai connu WinDev dans les années début 2000 hmm, et depuis, allez, 2016-2017, j'ai arrêté de développer là-dessus il y a 3 ou 4 ans peut-être, c'est toujours, 1 semaine d'auto-formation et c'était la même chose, hein. C'était hmm. du CSS et d'ailleurs, WebDev, hein, l'outil toujours de PCsoft, était passé, donc on peut créer quasiment des trucs sans forcément coder grand-chose et depuis l'an 2000, c'est du full JavaScript. Alors que le JavaScript, voit son épanouissement depuis seulement quelques années. Pour rappel, ceux qui nous rejoindraient qui ne savent pas, le JavaScript a été inventé en 95 par Netscape. Donc Ouais, c'est voilà, c'est pas, c'est un des plus vieux langages quoi, pour le coup quoi et oui. maintenant c'est ce qui anime tout le web, à Ah l'heure bah actuelle. ça va même plus loin C'est puisque moi par exemple le site de la société est fait que en JavaScript et j'utilise même JavaScript pour le back-end, donc pour tout ce qui bien est sûr. côté serveur. Ah, il Donc est devenu oui, très puissant, très léger, et ça fera le thème d'un live d'ailleurs sur comment rendre des sites légers et qu'est-ce qu'on peut utiliser en termes d'éco-conception, en termes en de fait, tout ça. Voilà. le JavaScript est devenu aussi, plus puissant parce que, nos navigateurs et nos ordinateurs ont Évoluer. décuplé leur puissance aussi, hein, le JavaScript, dans les années, 90 ou 95, on faisait des reflets, d'eau, sur des images et on avait des petits effets de texte comme ça et tout le truc, c'était kitsch à mourir, hein, mais voilà et Media maintenant, Player. voilà, oui, Media exactement, Player pour les anciens. voilà et maintenant, voilà, on peut faire plein de trucs, c'est assez extraordinaire et pour autant, le langage a certainement évolué parce que maintenant on fait même des serveurs en JavaScript, hein, Node.js, machin, tout ça. Hmm. Mais, voilà, il y a vraiment une telle évolution de ces outils que maintenant, moi, il y a quelques années, j'ai gagné un concours de start-up innovante avec un produit, qui n'existait qu'en WinDev, alors que maintenant, on peut refaire certainement la même chose en HTML, JavaScript et tout le truc, mais en 94, c'était pas possible. Ou pas au même coût en tout cas quoi, tout pour le coup quoi, hein. C'est assez extraordinaire. Puis en Donc il y a une 94, évolution des langages, une évolution des trucs et moi le no-code c'est ça en fait. C'est rendre accessible une évolution, une révolution à tout le monde. Alors moi il se trouve que je m'en sers pas, comme outil de maquettage et tout de suite parce que j'ai pas le temps. Tout simplement, je suis formateur à côté, je fais beaucoup de formations, mais je me sers du no-code par exemple pour des automations. J'en parlais tout à l'heure, hein, un titre hmm, dans un Notion retranscrit à OpenAI, donc Jasper par exemple, 500 mots en français balancés en brouillon dans un WordPress avec un trigger qui m'envoie un mail pour me dire: «L'article a été publié en brouillon». Rien à faire, j'ai juste à saisir 3 lignes sur mon truc et à peu de choses près, je pourrais même faire un raccourci sur mon iPhone, pour lui dire, d'envoyer, sur le Notion, le titre de mon prochain article. Donc globalement, rien à faire. Par contre, les outils, coûtent une blinde, hein, Zapier, ça coûte très, très cher.
Make, c'est pas donné non plus. Donc Make, c'est l'enseignement Integromat. Maintenant, il y a N8N, donc N8N, voilà, qu'on peut auto-héberger hein, soi-même avec toutes les fonctionnalités sur un serveur VPS OVH et ça fonctionne très très bien. C'est ce que je suis en train de tester depuis quelques semaines et on peut faire des trucs extraordinaires. Vraiment, c'est génial. Et on peut, là, je suis en train de voir un concept. Il y a un gars qui a sorti un livre relatif à la musique. Et je lui ai dit, je dis, écoute, il y a moyen de faire mieux. C'est-à-dire, la prochaine réédition du livre, tu mets un QR code, et les gens, quand ils flashent le QR code, ils ont les liens avec les fiches de la chanson dont tu parles sur Deezer, Spotify et Apple Music. Et selon sur lequel ils sont abonnés, ils cliquent sur le bouton pour lancer le player. Ça leur permettrait de voir l'histoire de la chanson en même temps qu'ils l'écoutent. Ça serait une réalité augmentée, ça serait un livre en réalité augmentée en fait pour le coup. Mm. Et là, je suis en train de faire des tests en no-code. Tout simplement parce que mon outil intègre l'API, enfin intègre, oui, l'API hein, de Deezer, Spotify et Apple Oui. Music. Donc j'ai juste, globalement, juste entre guillemets, à envoyer le titre de la chanson aux différentes API pour récupérer les idées et afficher le player dans une page. Et donc, je lui dis, bah tiens, et mon objectif, c'est peut-être de lancer ce genre de service où quelqu'un qui fabriquerait un livre musical ou une encyclopédie sur un artiste, etc., pour en même temps faire une sorte de playlist, un mini-site sur le téléphone pour écouter la chanson dont on parle. C'est vraiment l'idée à la con. Et ça, avec le no-code, c'est un proof of concept. C'est-à-dire que je peux passer 2, 3 jours à faire le concept sur Bubble ou je ne sais trop quoi, et dire au gars, tiens, est-ce que ça te plaît, on le Test. lance. Et si ça lui plaît, on lance. Voilà. Donc là, c'est ce que je suis en train de voir. Ça peut être, c'est une idée farfelue, hein, mais moi, je suis en train de lire son bouquin, et, bah, ça m'emmerde réellement d'être en même temps sur mon Mac pour lancer la playlist de la chanson que je connais pas. Et comme j'ai envie de découverte, bah voilà. Et donc je me suis dit, bah, ils sont cons, pourquoi ils n'auraient pas mis le QR code en même temps? Idée à la noix, hein, mais c'est facile. C'est réellement facile. Enfin, globalement facile en no-code. Et en no-code. En automation même. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Donc, faut voir tout ça, quoi. Il y a vraiment plein de choses à faire. On est d'accord là-dessus que le no-code, voilà. Je pense que vous avez compris que Franck était vraiment la team no-code, hein, pour le coup. Ah non, j'ai pas le choix, je sais pas faire autre chose. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais ouais, non, non, mais bien sûr, mais en fait, mais je suis persuadé qu'il y a aussi des développeurs qui viennent au no-code. Vous regarderez Shubham Sharma, c'est un mec qui a une chaîne YouTube. Il est à fond sur le no-code. C'est un ex-développeur de chez Conto. Conto, la néobanque, tournait il y a Hmm. encore quelques années que sur Notion, était géré entièrement avec Notion. Et Shubham, lui, il était dev. Il fait toujours un peu de dev, certainement, mais il fait énormément de choses en no-code. Il gère toute sa vie en no-code. C'est extraordinaire. Mais pourquoi s'emmerder? Enfin, même en tant que chef d'entreprise, je vais mettre un développeur sur un projet. Il va me prendre 3 semaines en PHP et un no-codeur va mettre 10 jours à le faire en no-code. Je suis chef d'entreprise, mon développeur, il coûte tant à l'heure, plus les charges, etc. Je vais choisir le plus évident et après, je vais mettre le développeur sur autre chose. Tout On est simplement. d'accord. Enfin, je pense. On Hein. est Personnellement, je d'accord. pense. En tant que L'avantage, gestionnaire. C'est malheureux, hein, mais on n'a pas le choix. l'avantage des produits d'ailleurs quand même no code, c'est que ils fonctionnent beaucoup avec des API et le fait de fonctionner avec des API nous permet potentiellement d'utiliser. Alors, on en trouve de plus en plus hein, du no code. On va prendre l'exemple Strapi. Strapi, Bien on sûr. a un back office, tout prêt en no code. Il y a juste à aller l'installer, hein, et c'est du Strapi d'ailleurs qui est en JS hein, pour le coup. Mhm. On l'installe et ça nous permet d'avoir un back office et de gagner du temps au moins sur toute cette partie-là. Donc vous voyez, je suis parti de la team développeur, mais le no code utilisé à bon escient et dans certains cas, bah c'est vital. Potentiellement, ça va me faire gagner au moins 2 à 3 jours, voire plus, de production, ne serait-ce que pour un site qui nécessite un back-office, clairement. Dans, dans le temps, j'avais un salarié qui arrivait tous les matins à 9h04 et qui arrivait tous les après-midi à 14h04. Et puis il partait à midi, il partait à 17h. Et un jour comme ça, je lui ai filé une fiche de paye où je lui ai enlevé une demi-journée sur sa fiche de paye. Il me dit, bah, la fiche elle est pas bonne et tout. Je dis, bah si, la fiche elle est bonne et tout. Enfin, mais non, il manque des heures. Je dis, non, mais attends, faut que je t'explique.
8 heures par jour, 40 minutes par semaine, c'est une demi-journée sur un mois. Voilà. Et déjà à partir de là, t'as coûté 3 heures. On imagine une entreprise où le PDG communique énormément avec son comptable et son banquier. Voilà. Pour 5 euros peut-être par mois, il peut avoir un filtre sur la boîte mail de l'entreprise qui va stocker les boîtes mail, qui va stocker les pièces jointes dans un drive si l'expéditeur appartient à sa banque, @mabanque.com, si l'expéditeur appartient à moncomptable.com, stocker dans un drive si c'est ma banque, dossier banque, plus le mois, plus l'année, pièce jointe, mail 2 avec l'expéditeur, etc. Toutes les pièces jointes dans un drive. Ce truc-là va empêcher à une secrétaire de lire le mail, enregistrer, aller chercher son lecteur réseau, aller chercher son drive, mettre le truc, créer le répertoire, etc., etc. Je suis sûr que 2 automations à 5 balles par mois vont faire gagner une demi-journée de travail à une secrétaire. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment le truc de merde. Et à partir de là, la secrétaire va pouvoir faire autre chose. Certes, ça va me coûter 5 balles, 10 balles par mois pour créer 10 automations. Mais au final, je vais économiser une demi-journée de travail de ma secrétaire. Je vais pouvoir la déléguer sur autre chose et faire autre chose. Et sans lui piquer son travail. Encore une fois, hein, Mm. le no-code, tout comme ChatGPT, ne veut pas dire on va prendre la place de. Non, on va assister la personne pour rendre son travail plus facile et peut-être même la valoriser sur une autre tâche qu'elle n'avait pas le temps de faire. Je pense que si c'est raisonnablement, intelligemment compris et enseigné à des chefs d'entreprise, etc., nous, moi, peut-être, en tant que militant, entre guillemets, no code, ce qui n'est pas forcément la vérité, mais voilà, en tant que consultant informatique, je vais pouvoir vendre plus de prestations de conseils comme ça à des entreprises avec un proof of concept, un truc, en lui montrant une interaction, en lui montrant un truc, en lui montrant que mes propres mails sont gérés comme ça, que quand je fous une ligne dans Notion, ça me crée une page ou ça me crée un rapport pré-mâché où j'ai juste à remettre des trous et des images, etc., etc., etc. Et ça, c'est énorme. C'est du gain de temps, même si ça coûte 10 balles, 20 balles. Et attention, un forfait plus forfait plus forfait, on va peut-être dépenser 100 balles par mois, peut-être, mais si ces 100 balles par mois nous font gagner, nous font gagner ne serait-ce qu'un tiers du temps sur 50 tâches quotidiennes, bah, c'est tout bénef pour tout le monde. Certitude. On est d'accord. On est d'accord. Donc oui, euh, le no-code. Alors le no-code, par contre, il a donc, comme l'a évoqué Franck tout à l'heure, hein, on en a reparlé, avant le live. Là, c'est vrai que tout à l'heure, on l'a évoqué. Le coût, quoi. Le coût. Et son deuxième gros, et là, moi, à mon sens, qui est le plus gros inconvénient, ben, c'est l'hébergement, son stockage, parce qu'aujourd'hui beaucoup de no-code, beaucoup de plateformes de no-code sont étrangères et malheureusement sont pour la plupart aux États-Unis. Qui dit États-Unis dit chez nous de gros soucis, puisque la loi aux États-Unis en termes d'informatique et de protection de la vie privée n'est pas du tout la même que celle que nous avons en Europe, clairement. Hein. Et ce problème-là, eh ben, on va le retrouver très rapidement. Donc voilà, je dirais, moi, je vois ça comme une des limites du no-code quand il est utilisé dans sa globalité. Quand il est utilisé, on est d'accord, hein, sur des produits tels que Strapi, enfin tout ce qui va venir nous amener du travail back, hein, enfin du back office. C'est des produits qui sont intégrés directement dans le site et hébergés là où on héberge notre site. Donc là, il n'y a pas de problème, on a bien notre choix d'hébergeur. Par contre, dès qu'on va passer sur du 100%, type Bubble, il y a d'autres plateformes, je les ai pas toutes en tête. On fera un inventaire de tout ça, on le mettra dans le chat ou dans les commentaires, hein, mais il y a vraiment tout un tas de. Voilà, il y a quand même un gros inventaire, enfin un grand nombre de sociétés, hein, qui proposent du no-code. Par contre, voilà, ça a un coût. Et le coût, il est très très vite énorme. Pour une société qui développe, on est pour juste 5 sites mensuels, c'est-à-dire que
la société a développé 5 sites pour un client, il doit débourser, je crois, $240 par exemple chez Bubble. Je crois que c'était à peu près ça les tarifs. D'accord. Un simple site, d'ailleurs, un simple site privé, enfin un site privé, hein, une application privée sur Bubble, c'est 29 € Ouais. mensuel. Donc tout de suite, enfin 29 €, oui, Et, oui 29 €, et c'est c'est 30, un moment. c'est $30, je crois, 30, 30 ou $32, je crois au final. Ouais, d'accord. Enfin, ça dépend du cours, hein, pour le coup. Donc voilà, ce coût, il est à prendre en compte aussi, aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour les développeurs et puis pour le client, parce que bah, c'est un coût certain en fait, Bien sûr, sur le bien sûr. produit. Hein, en plus du terme de temps, en termes de temps de développement. Hein, donc Je voilà. lisais un article là, excuse-moi, pardon. Je disais un article là, donc il y a un outil qui a été, construit, sur Bubble et la société s'est fait racheter, par une boîte. En fait, ils sont partis d'une idée. L'idée a été valorisée par le fait, qu'elle a été facile à mettre en application et qu'elle a été adoptée par un grand nombre, d'utilisateurs et l'entreprise, qui a conçu, ce truc sur Bubble a été rachetée par une grosse, grosse boîte. Là, pour le coup, c'est devenu, national, enfin aux États-Unis, hein, voilà, donc et cetera et par contre, ils ont abandonné, hein, Bubble pour le recréer, encore une fois, de toutes pièces, de A peut-être jusqu'à Z, refaire peut-être l'identique, mais en pur code, avec des coûts peut-être moindres, mais encore une fois, Bubble a amené un proof of concept, c'est-à-dire la preuve que c'est concevable, la preuve que ça peut fonctionner à moindre coût pour démarrer. Donc c'est pour moi déjà ce genre d'outils, Bubble et les autres sont des outils de start-up pour faire des tests, pour voir si on est capable, pour voir si l'idée peut être monétisable, si l'idée peut plaire, ne serait-ce que faire des maquettes à un client. C'est comme du Figma, sauf que là, ça fonctionne, hein, tout simplement, quoi. Je pense que c'est bien. On est d'accord, on est d'accord. Donc vous avez bien compris que on a beau être team dev, team no code, on est d'accord sur le sujet. C'est que il y a voilà. Je pense que les deux maintenant vont aller de plus en plus de pair, et que bah, il va falloir aussi bah, que les développeurs se remettent en question. Alors bien sûr, n'oubliez pas un truc, hein, c'est que pour pouvoir créer des plateformes comme ça, il faut des Il a fallu des développeurs. développeurs. Donc, Voilà, on est bien d'accord. C'est on est clair, ça y d'accord est. que derrière, il faut tout le système qui fonctionne. Au vu de Bubble, comment fonctionne la plateforme, il y a 99% de chances qu'elle soit faite en JavaScript puisque c'est complètement dynamique et il n'y a pas de rechargement de page dès qu'on vient insérer quelque chose, dès qu'on vient ramener quelque chose. Il y a plein de pop-up, il y a plein de voilà. Hein, je parle de celui que j'ai le plus utilisé pour le coup. Donc voilà. Donc il faudra toujours des développeurs et d'ailleurs les développeurs ce qui fait aussi notre force c'est d'aller au-delà des limites de ces fameux produits puisque ils ont quand même des fameuses limites. On est d'accord qu'ils ont du mal à avoir des bases de données relationnelles réellement. Toutes ces choses là, certes c'est du NoSQL mais voilà, certains programmes, enfin certains produits nécessitent de toute façon vraiment un développement, de la recherche, voilà. Et certains projets d'envergure, Il y aura. comme ceux, moi, que je peux avoir, nécessitent derrière, de toute façon, je peux pas le faire en no-code. À partir du moment où il va falloir des machine learning, où il va falloir certaines choses, on peut plus être sur du no-code. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc, il y aura toujours besoin de développeurs pour le coup. Et surtout, si on veut rentrer, ça sera potentiellement le sujet du prochain live, commencer à rentrer dans le métaverse avec du no-code, ça va être compliqué. C'est là que, les développeurs, les futurs développeurs, vont devoir s'orienter, peut-être plus, vers, du JavaScript, du front, enfin full stack malgré tout, mais, plus orienté, JS et tout ça, que du C ou du Java. Voilà, il va y avoir un choix des langages qui va être aiguillé par les usages et par les technologies, émergentes. Les applications natives, on en a, enfin, je ne veux pas dire qu'on en a de moins en moins, mais toutes celles qui sortent, enfin c'est surtout Alors, des jeux, ce sont surtout des jeux et celles qui sortent sinon, ne sont que des encapsulages
de WebView, qui ne sont jamais que du JS qui est exécuté derrière, hein, que ce soit sur iOS ou sur Apple, quoi, hein. Donc et d'ailleurs, autant, dans le temps, il fallait enfin, il faut toujours, hein, les SDK, machin et tout le truc, autant, maintenant, on peut, sortir une application native iOS sans avoir touché une seule ligne de Xcode, hein, Oui, seulement, partir sur, des trucs comme, avant il y avait, pas Cortana, mais un truc comme ça, enfin voilà, il y avait plein de choses, PhoneGap, machin, enfin voilà et maintenant on va partir vers ce genre de choses. On va développer pour le web et transformer une appli web responsive en appli native pour, téléphone ou tablette, quoi. c'est ça. C'est ça, et c'est vrai que c'est quand même quelque part, ça, c'est l'avantage du no-code, c'est que un seul développement. Malheureusement, si on veut créer de toute façon de l'appli native, aujourd'hui, ça ne vaut vraiment plus le coup. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, on est obligé, si on veut la sortir sur les deux dispositifs, on est obligé de la créer en version standard, et on est obligé de la créer en version Android, et on est obligé de la créer en version iOS. Donc ça devient une hérésie, puisque en plus il faut faire des modifications de code pour que l'une passe de l'autre, enfin que ça passe d'une plateforme à une autre. Donc aujourd'hui, avec des sites responsives, on y gagne en fait au final, et tout est hébergé au même endroit, et on n'a pas les coûts de plateforme aussi, puisque faut pas oublier que pour pouvoir déployer une application sur une plateforme telle que iOS ou Android, il faut payer. Enfin, ça n'empêche pas qu'il faudra, payer, mais tu as raison, mais enfin, ça n'empêche pas qu'il faudra payer pour que ce soit édité sur les stores. Oui. Mais d'un autre côté, il y a aussi des boîtes qui ont arrêté leur appli, native. Je sais Mmh. plus quelle boîte, dans le luxe a arrêté, de faire une appli native qui lui coûtait, le cul et le poil pour faire, de mettre les images et tout le truc et a juste mis, bah, l'URL de son site, point barre, je crois que c'est pas Gucci, mais c'est une connerie de ce genre et Mmh. puis point barre. Ça se regarde sur Safari ou sur Chrome. Et le combat, iOS machin, moi je l'ai vécu dans les années, 2000, début 2000 quand on commençait à faire des sites web et allez en 2005 et tout, il fallait faire des sites qui fonctionnent en 1000 pixels de large, quoi, avec des écrans, 17 pouces. Fallait que ça marche sur Internet Explorer, sur Firefox, sur Chrome. Après il fallait aussi que ça marche pour, ceux qui avaient des grands écrans et ceux qui avaient des vieux écrans. Enfin, i c'était le début du responsive, les smartphones n'existaient pas, hein. Donc à partir de là, la question se posait pas à l'époque. Quand bien même, même on a eu même eu le WAP, je crois, de Bouygues Télécom, quoi. Enfin, voilà, fallait, donc on était confrontés au même truc, hein, développé pour une plateforme plutôt qu'une autre. Non, maintenant, on fera du no-code hybride, fonctionnel, quelle que soit la plateforme, parce que c'est du JS, point barre, au final, hein, entre guillemets. Oui, et puis il y a toujours ce fait aussi de dire que vu qu'on développe et qu'on déploie responsive d'entrée de jeu, le problème se pose même plus. L'URL elle est accessible aussi bien sur mobile que sur web ou sur Ouais. tablette, et, Mmh. et avec un seul et unique produit et un seul développement, on a quand même chanté énormément de produits et de sous-applications qui peuvent être créés pour iOS ou Android, hein, clairement. Faut pas Ouais. se mentir. Dans l'idée, c'est quand même un peu ça. Moi, je Euh, crois personnellement à l'émergence, hein, du no-code, comme, enfin, ça fait un bout de temps, hein, qu'il y a l'émergence, mais on en parle de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est encore un outil facilitateur, qui va permettre à des idées de se démarquer, à des nouveaux usages de se démarquer aussi certainement. Et je pense réellement que le no-code, ouais, va vraiment aider beaucoup de personnes qui, comme moi, peut-être ont hésité, n'ont peut-être pas forcément toutes les compétences pour faire du C ou dans des langages très très terre à terre comme ça, et vont se trouver un affect tout simple à faire de la mise en forme facile, entre guillemets, parce que c'est pas facile encore une fois, mais à leur portée. Encore, il y a un autre truc et après je termine. Moi, par exemple, je peux avoir plein de bonnes idées, je peux avoir un certain goût pour agencer des fenêtres et tout le truc, mais je ne saurais pas développer le truc. Mais peut-être que demain, un mec va me dire: «Ah bah, ton idée, elle m'intéresse et j'ai investi dans ta boîte ou je veux être associé avec toi sur cette idée» et là, on aura les moyens d'embaucher des vrais développeurs peut-être pour faire le truc pour de vrai. Mais j'aurais prouvé que l'idée est viable et moi, personnellement, ma seule arme, ça va être des outils no code, c'est clair. Après, il faut choisir les bons, il y en a tellement, c'est pas évident. c'est ça.
faut trouver le bon produit au bon moment. Tout à l'heure, tu as évoqué Java. Alors dites-vous bien que Java, hein, il est loin d'être mort puisque Java, on le retrouve dans toutes vos voitures, dans votre smartphone, dans vos tablettes. Java, c'est quand même un peu la base de tout. Donc rassurez-vous, pour ceux qui étudient le Java ou qui sont développeurs en Java, on est loin d'arriver vers sa fin, pour le coup. Le Par conteneur, contre, de toutes les applis Android, quoi. Donc à voilà. partir de là, voilà, quoi. Par contre, eh bien, nous, le live arrive à son terme. Je te remercie Franck d'être venu passer. Bon bah, tu vois, on avait prévu une petite heure. Au final, on est à 1h30, mais je me doutais que ça allait déborder. Hein, les deux grands bavards que nous sommes allaient automatiquement dévier. C'était bien agréable. Tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Plaisir, merci beaucoup. C'était bien sympathique d'échanger avec toi. Pour vous qui nous regardez, eh bien, d'autres lives seront prévus dans la semaine. Alors peut-être des lives, je dirais des lives un peu gaming, ou peut-être des lives pro. Ça va dépendre tout simplement de l'emploi du temps. Pour le coup, puisque je vous rappelle quand même que je gère une société et le fait de faire des lives, c'est voilà, ça se prépare en amont, voilà, on fait pas tout ce qu'on veut et malgré tout, bah, j'ai un cahier des charges à rendre, donc il va falloir que je me penche sur le sujet. Franck, c'est bien de quoi je parle. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Salut, Que la force soit avec salut. vous. Ciao, ciao.